Mais 45, c'est parce que ça... En réalité, là, avant Oui, ça, c'est le avant ça, point ce 45. paramètre-là, -là, c'était comme 0,45, puis c'est comme la luminance à partir de laquelle tu commençais à t'occuper des affaires. Fait que, mais là, c'est-tu la luminance? Si je me promène dans mon image, puis c'était super facile, tu te promènes dans l'image, puis dans le fond, puis là, aussitôt que tu disais, tu m'approches de l'étoile, ah, ça commence à augmenter, admettons, je passe de point 1 Ouais. à, whoop, point 3, point 4. Fait que là, le point 3, qui était le début de la bordure de ton étoile, tu plugues ça là, paf. Là, on dirait qu'ils ont changé ça un peu, là, puis c'est plus compliqué à aller chercher. Le point 45, probablement que ça devrait être bon. Là. C'est parce Ben, je qu'il l'ai fait, mais avec l'image finale. Là. final, ouais. Puis point 3, ça sort relativement bien là. OK, ben probablement que point 3, ça serait suffisant, là. Ouais, effectivement. Peut-être que là, il va me sortir juste les plus grosses étoiles. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. C'est sûr que dans des PixInsight, là, tu sais, un Core i7 à 3 GHz, puis 16 MB de RAM, 16 GB de RAM, puis ça aide un petit peu, là. Tu sais, on s'entend que puis quand vous avez 8 corps ou 8 cœurs dans votre processeur, ça... Ouais, je vois la différence, Ouais. mais ça, lui aussi pour ça. OK. Fait que là, j'ai une image qui est un peu plus représentative des étoiles. Fait que je vais considérer que c'est correct. Ça, ce truc-là, ce masque-là, je pourrais le réessayer avec plusieurs. Puis là, ben, toutes les fois, ça me prend comme 3 4 minutes. Fait que je ne veux pas non plus passer le restant de l'après-midi sur ça. Mais je vais vous montrer comment enlever ça de ça pour obtenir un masque uniquement de nébuleuse. OK? On va aller dans Pixel Map, ici. Puis Pixel Map, ça nous sert à faire des mathématiques avec les images. Fait que je viens ici dans Expression Éditeur. Puis rapidement, j'ai ici des images, des fonctions, des opérateurs, des punctuators, des définitions de symboles. Ce que je veux faire, c'est que je veux enlever de mon luminance clone ici, je veux enlever moins le star mask. OK? C'est assez simple. J'ai mon clone de luminance que je me sers comme image de base, comme masque. J'enlève les étoiles que j'ai identifiées dans star mask. Fait que, je fais ça de même. Je vais lui demander ici un peu plus de détails. Je vais lui dire de créer une nouvelle image. OK? Juste ici. Create new image. Le restant, je touche à rien. Normalement, je devrais faire Apply Global, si ma mémoire est bonne. Ah non, pardon. C'est le carré. OK? Là, il vient juste en arrière ici de me faire un nouveau masque. Puis là, vous allez dire avec moi, yeah, c'est pas beau. Le but, c'est pas que ce soit beau. OK? Le but, c'est que on ait un masque dans lequel on travaille juste avec la nébuleuse. OK? Là, ça sera peut-être pas parfait, mon affaire non plus. Pourquoi il n'a pas pris les petites étoiles? Là, ben, les étoiles qui sont ici à l'intérieur, il y a un peu plus de difficulté à les trouver. OK? Parce qu'ils sont dans un milieu déjà plus élevé. Il faut faire attention avec ça. Il y a des façons un peu plus tordues. Puis vous voyez que celle-là ici, la plus grande, là, était plus grande que mon set de taille. OK? Fait qu'il ne l'a pas vu. Mais par contre, si j'allais à 7, probablement qu'il inclut ici des trucs dans ça. Fait qu'il faut juste faire un petit peu attention. OK? Ensuite de ça, ce que je pourrais faire avec ça, c'est de dire, ben, je vais aller, je peux l'essayer direct de même. OK? Fait que je vais prendre ce masque-là, puis je vais le mettre par-dessus, pardon, je vais cacher celle-là. Ah, c'est pas ça, excusez-moi. Je vais cacher celle-là. Ma luminance est ici. Je vais appliquer mon masque sur ma luminance en déplaçant l'onglet sur l'autre ici. OK? Puis là, j'ai tout ce qui dépasse, c'est quelques, OK, la nébulosité, puis quelques étoiles là, qui sont dans le milieu ici. OK? Fait que si j'applique après ça une transformation d'histogramme, je vais juste pas me montrer le masque, show masque. OK? J'applique à ma luminance ici un histogramme comme ça, en preview. Hein? Vous voyez que là, ça va faire faut faire attention, ça va faire des cercles autour des étoiles. Faut pas trop ambitionner là-dessus.
OK? Et ça fait des cercles autour des étoiles. Il ne faut pas trop ambitionner là-dessus. OK? Mais vous pouvez jouer dans une certaine mesure, puis augmenter seulement la nébulosité. Avec modération. L'autre chose, c'est que je pourrais peaufiner ce masque-là en essayant d'aller chercher des grosseurs d'étoiles un peu plus petites. Ici, dans mon masque, je vais juste fermer ce nouveau masque-là que j'ai créé. Dans le Star Mask, ici, j'ai Smoothness. OK? Puis j'ai aussi Large Scale puis Small Scale. Ici, ces paramètres-là vont faire agrandir. Donc, ces paramètres-là, ici, vont servir à agrandir les étoiles. Donc, il va détecter une étoile, puis il va l'agrandir un petit peu. Fait que ça, il faut faire attention. Si je veux éviter, par exemple, dans mon masque, d'avoir des étoiles trop grandes, comme je l'avais dans ce cas-ci, ben, je viens diminuer un peu ces éléments-là ici, puis mes étoiles sur mon masque vont être un petit peu plus petites. OK? L'autre élément, c'est que dans ce cas-ci, au début, quand je fais mon pixel mat ici, ben, mon fond du ciel ici est déjà très élevé. Fait que si j'enlève les étoiles, ben, je viens enlever aussi, si mon étoile est plus grande, par exemple, je prends celle-là, je viens enlever l'étoile, puis mon étoile est plus grande parce que je l'ai agrandie, ben, je vais aussi créer un cercle noir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. OK? Fait que pour éviter ça, ben, il y a plusieurs façons. C'est que je peux utiliser, par exemple, dans ma transformation d'histogramme, je peux décider de, par exemple, faire un stretch qui va venir clipper mon fond du ciel, qui va isoler les étoiles comme ça. OK? Regarde de même. Par exemple, je vais faire ça comme ça. Et quand ensuite je viens enlever les étoiles, ça c'est ma luminance, je me suis trompé. Excusez-moi. C'est pas celle-là, c'était mon clone. Là. Luminance clone, c'est lui ici. Je vais appliquer mon histogramme, comme ça. Okay. Quand je viens après ça enlever mes étoiles, ben j'ai pas mon fond du ciel autour, il est déjà très bas. Fait que si je le fais, j'aurai plus d'anneaux très, très, très significatifs. Je vais en avoir encore. Mais vous voyez que là, j'ai diminué l'importance des anneaux comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que avec les pixel math comme ça, on peut enlever des structures à l'intérieur de nos masques pour travailler seulement sur certains aspects de notre image. Il y a d'autres façons de le faire aussi que pixel math. OK? Puis on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Luminance Clone, je vais l'enlever. Je vais enlever pixel math. On a vu que avec le process A-True Wavelet Transform, on peut créer une image en enlevant des tailles de structure. Okay? Donc, si je viens, par exemple, je vais enlever la réduction de bruit. Si je viens, par exemple, décocher ces couches-là, jusqu'à la taille 8, je demande juste le résiduel, bien, tout ce qui est plus grand que 8, moi, si j'envoie cette fonction-là sur cette image-là, il va me sortir toutes les structures plus grandes que 8. Il peut avoir des étoiles encore là-dessus. On va voir ce que ça va donner. OK? Vous voyez qu'il vient de me sortir, il vient de me créer une image résiduelle de toutes les structures qui sont plus grandes que 8. Il me reste encore des étoiles dans ça. OK? Mais je pourrais, par exemple, faire l'inverse. OK? Puis, je vais me faire un autre masque. Puis là, c'est là où est-ce qu'il faut être inventif quand on cherche à isoler des structures. OK? Oups. Je vais aller chercher mon masque aussi. Il est allé. Je vais enlever celui-là, je n'ai plus besoin. La luminance. Je vais revenir ici. OK. Je vais me faire une copie de celle-là. OK, voilà. C'est ici. Je peux générer une image avec seulement les structures qui sont plus résiduelles. OK? Attendez un petit peu. Ouais, résiduelles comme ça. Après ça, je peux faire l'inverse, enlever le résiduel, puis montrer juste les structures qui sont plus petites. OK? Fait que je viens ici, puis je fais l'inverse. OK? Puis là, après ça, je peux, vous voyez que là, dans ça, ici, j'ai à peu près juste les étoiles. Fait que cette image-là, je peux la soustraire de l'autre pour faire un masque
la même façon que j'ai fait tout à l'heure, un masque qui va comprendre juste la nébuleuse qui est ici. Puis après ça, je peux travailler là-dessus. Beaucoup de travail d'essai-erreur avec ce genre de choses-là. Énormément. Puis il faut pas en avoir peur. Puis honnêtement, c'est pas à toutes les images que moi je vais me lancer dans ce genre d'affaires-là. Parce que c'est très... le gain-bénéfice à la fin, quand on va réussir à avoir vraiment le bon masque pour faire la bonne chose, ben on va peut-être avoir réussi à contrôler un peu la taille des étoiles, mais en réalité, entre les deux images, à la fin, il n'y aura pas énormément de différence à part de la satisfaction de savoir qu'on a réussi à faire un meilleur contrôle de certains éléments. Si je prends par exemple, si je regarde avec mon pixel mat que j'avais tout à l'heure, puis je soustrais cette image-là de celle-là, si je vais dans Script, par exemple, Process, Pixel Map, puis que je viens ici dans mon éditeur, je vais clocher ça, et remplacer par, qu'est-ce que j'ai fait là? Luminance clone, luminance. Attendez un petit peu. J'ai travaillé directement sur l'image. Je vais faire un undo. Je vais me faire un autre clone. Puis je vais travailler directement sur celle-là avec la renommée, ouais, c'est ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Et tout wavelet. On vient qu'on perd notre latin un petit peu, là, mais et tout wavelet. Ok, donc là j'ai le clone 1 qui est à peu près juste les étoiles. Puis j'ai le clone tout court qui est la nébuleuse avec les grandes structures. Puis là je veux enlever un de l'autre. Pixel map. C'est Pixel map, je vais aller la chercher ici. Ok. Bon, là j'ai clone 1. Je veux enlever clone 1. J'aurais pu les renommer pour que ce soit plus clair. Là. Vous voyez, c'est une autre façon d'arriver avec. Puis là, j'ai encore des ronds autour. Okay? Donc, il va falloir que je. Mais encore là, mes étoiles ici dans le milieu sont sorties. Visuellement, c'est jamais bien beau ces masques-là. Il faut comprendre qu'on joue avec des niveaux d'intensité qui ne sont pas très grands entre le fond et ainsi de suite. L'autre chose aussi, je m'excuse, j'ai un élément que j'ai oublié, c'est qu'il y a Rescale Result aussi. Ici dans l'opération qui peut affecter. Je vous montre un exemple. Si je fais Rescale, ça peut avoir l'air un peu moins évident, là. Mais ça change un peu la façon dont le calcul se fait, puis toutes les valeurs vont être rescalées entre 0 et 1. Donc, ces masques-là, après ça, on peut s'en servir. Puis là, lui, il n'est pas parfait. Comme je vous dis, là, si je m'en sers, je vais avoir des ronds autour de mes étoiles, ces choses-là. Parce qu'à chaque fois, il faut que je vérifie c'est quoi les meilleurs paramètres pour faire sortir mon masque comme je le veux. Après ça, je vais me servir de ce masque-là, je vais l'appliquer à mon image de luminance qui est ici, une image originale. Puis je peux, après ça, si je fais un masque, après ça, jouer avec mon histogramme, ici, en luminance. Là, je vais encore probablement avoir un peu de ringing, là. Il y a différentes recettes, mais ce qu'il faut, c'est de trouver la recette pour... Exactement. Tu vois, là, j'en ai un masque, là. Ben, il n'est peut-être pas actif, par exemple, là. Mais effectivement, au niveau des masques, il y a plusieurs façons de travailler, puis il faut trouver la bonne... C'est très laborieux, là. Puis une fois qu'on commence à avoir la touch un peu, on sait qu'est-ce qu'il faut isoler comme composant de l'image, qu'est-ce qu'on peut soustraire d'une image à l'autre, puis on travaille après ça avec le masque résiduel. Mais il ne faut pas trop d'un fois se préoccuper de l'aspect visuel du masque. Parce que parfois, quand il est stretché, le masque, il peut avoir l'air d'avoir des grandes différences entre des portions, mais en réalité, c'est minuscule. Fait que sur l'image finale, ça n'aura pas d'incidence. Fait que je veux juste vérifier pour voir si ici mon masque était... Ouais, c'est ça. Donc mon masque, ici, vous voyez, il cache mes étoiles, puis il cache aussi, en fait, il cache certaines étoiles, les plus petites. Fait que si j'applique mon screen transfer ici, ben, je protège le fond. C'est-à-dire que le fond de l'image, il bouge un peu. Attends un petit peu, il est à l'envers, mon masque. Ouais, c'est vraiment le fond. Ouais, c'est ça.
Je vais juste... non, hein, pourtant, c'est ça ici. Il n'est peut-être pas super... attendez un peu. Je vais venir ici. Je vais faire un... Il s'appelle image 36. Je vais venir sélectionner image 36. On va le faire travailler un peu mieux que ça. Comme ça. OK. Ouais, là, on va avoir du ringing pas mal, par exemple. En tout cas, vous voyez que j'ai isolé les étoiles à l'intérieur de ma nébuleuse. Il faudrait que je travaille un peu plus sur le tour de mes étoiles à l'extérieur. OK? Et si je viens après ça, oups, il est où ma luminance? J'espère que je ne l'ai pas fermé. Ici. Luminance. Si je viens jouer là-dedans, je fais un preview. C'est encore à côté de la traque. Non, c'est pas ça. Masque. Ah, il est pas. Je suis le clone. Attendez un petit peu. Luminance est ici. OK. Voilà. OK. Donc là, ici, dans mon masque, dans mon image de luminance, si je viens, OK, jouer là-dedans, vous voyez que le fond du ciel, il ne bouge pas trop. Là, j'ai la bordure des étoiles va augmenter, mais le centre ne sera pas saturé. OK? Il faut faire attention. Je ne vais pas trop plus loin là-dedans parce que de toute évidence, l'image se porte moins bien à ça. J'ai beaucoup d'étoiles de taille bien différentes là, dans mon image. Puis j'éprouve la difficulté à toutes les isoler d'une frappe. Là. Mais essentiellement, de cette façon-là, on peut jouer avec juste la nébuleuse sans trop affecter les étoiles en périphérie. Fait que je vais rester comme ça. Je vais enlever mon masque sur mon image de luminance. On l'enlève. Remove mask. OK. La prochaine étape que je vais faire, c'est que comme on a vu tout à l'heure, dans notre image ici, ça paraît beaucoup mieux sur le portable, on a plein de petites structures à l'intérieur ici. OK? Fait que je vais, cette fois-là, je vais utiliser je vais fermer ces deux images-là, delete. Ouais. Je vais garder celle-là ici, vraiment le clone de mon image. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je veux rehausser les structures dans ma luminance avant de la coller dans mon image de couleur. Je vais essayer de rehausser les structures que j'ai à l'intérieur ici qui ne sont pas tout à fait bien définies. OK? Mais pour ça, je ne veux pas rehausser le bruit que j'ai dans le fond de mon ciel. Parce que je vais travailler sur des structures de 2 et 3 pixels. Mais c'est plein de structures de 2 et 3 pixels dans le fond du ciel. Fait que je veux les rehausser dans la nébuleuse, mais pas dans le fond du ciel. Fait que je vais juste appliquer un masque de la même façon que je le faisais tout à l'heure. Mon clone de luminance, je vais m'en servir pour comme masque. Okay? Puis là, il va cacher mon fond du ciel. Puis il va laisser la nébuleuse. Par contre, là, ici, il n'est pas très efficace. Il va falloir que j'y applique une transformation. Luminance clone, c'est bien celle-là. Je vais juste venir clipper pour avoir quelque chose qui va ressembler plus à ça ici. OK. Comme ça. Pour vraiment avoir uniquement un clone que le fond du ciel soit vraiment plus foncé. Là, il y a encore quelques petites affaires, je vais les laisser là. Puis que le masque, la fonction va bien travailler à l'intérieur de la nébuleuse. Donc, je le cache. Je vais tasser ça ici. Je le cache. Et là, je viens avec ma fonction, la même fonction A-True qu'on avait tout à l'heure. Je vais fermer ces fenêtres-là. Avec la même fonction A-True que j'avais tout à l'heure ici, je vais venir... Oups, pardon. Ceux qui sont habitués avec le planétaire, vous savez qu'il y a des wavelets. Là, à la fin, on rehausse des structures. On va faire la même chose ici avec nos structures. On avait déterminé qu'on avait des structures de 2 et jusqu'à 4. Fait que je vais venir appliquer un bias dans les détails de la couche pour rehausser ces structures-là. Juste un petit peu avant, pour ne pas travailler sur toute l'image, je vais faire un petit preview, comme ça ici, de ce secteur-là. OK, je travaille sur mon preview. Je vais enlever le mesh, je vais l'activer. Et je vais juste venir appliquer
un bias sur les structures de 2. Je vais prendre ici, cette valeur-là ici. Je vais prendre 2. Puis pour le 4, je vais prendre 2 aussi. Je l'applique sur mon preview. Vous voyez que là, j'ai des ronds autour. Je vais juste venir appliquer la fonction deringing ici. OK? Et je vais le réappliquer. OK? Fait que là, je vois que si je désactive mon preview, OK? Bon, c'est peut-être pas assez. Fait que je vais aller à 2 ici. Oups. Je ne vais pas l'effacer. Je vais le mettre, admettons, à 0.5. OK. On commence à... Si je regarde ça ici, il y a certains éléments. Puis là, je génère du bruit en même temps. Il faut faire attention. Je génère du bruit, mais dans mon image, j'ai des détails qui apparaissent. OK? Parce que je viens faire une espèce de sharpening, si vous voulez. Je vais regarder aussi le point 2. Je vais aller le monter à 0.5. Pourquoi tu génères du bruit? Ben, c'est parce qu'il y a du bruit, il y en a. Vous voyez ici, là, cet aspect-là là, de la nébuleuse. Je rehausse le bruit sur ces trucs-là qui n'ont pas l'air d'être des vraies structures, que c'est plus du bruit de la photo. OK? Il faut faire attention. Je vais remonter encore la même chose. Ah. Bon. Donc, vous voyez dans ces secteurs-là, ici, là, au niveau des structures à l'intérieur de la... OK, regardez juste ici, là, dans ce secteur-là en haut. Il faut faire attention. Encore là, on voit apparaître des ronds autour de nos étoiles. Dans ce cas-là, il faut faire une petite modification au niveau de certains paramètres. Je vais aller à 0.15, supposons, pour le côté noir des ronds. Je vais juste le réappliquer. OK, vous voyez que ça disparaît juste en modifiant le paramètre qui est ici. OK. Fait que là, je rehausse certains détails dans la nébuleuse. Vous voyez? Ici, oups, si je la regarde globalement. Faire attention aussi parce que là, dans un cas comme ça, j'aurais intérêt à mettre un masque aussi qui comprendrait les étoiles, comme tout à l'heure. Un autre élément qu'on peut utiliser pour rehausser les contrastes dans une image, c'est le process Local Histogram Equalization, qui est ici. Cette fonction-là, la façon dont elle fonctionne, c'est qu'on a un rayon qui va déterminer sur quelle dimension de structure on veut travailler. Okay? On va avoir un contraste de limite puis une quantité. Il va passer à travers notre image, puis il va isoler les structures de cette dimension-là. Ben, en fait, c'est plus un rayon de travail, c'est pas nécessairement la dimension des choses, mais ça, vous allez voir, on va faire plusieurs essais, et puis on a une quantité. Fait que je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. L'objectif encore là, c'est d'avoir une méthode alternative pour essayer de voir si on peut rehausser les contrastes dans notre nébuleuse. Fait que, on a quelque chose de petite dimension. Je vais aller à 32, puis je vais mettre la quantité, je vais la laisser à 1. Je sais que c'est probablement beaucoup trop. Fait que je vais peser sur Preview ici. OK. Là, ça prend un certain temps. OK. Fait que si je regarde, dans ce cas-là, si j'enlève le Preview, OK. Là, on travaille sur des structures de 32. Fait que comme je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai fait l'extraction des wavelets, bien, les structures de 32, c'est plus les bandes qu'il y a autour et non pas les petits filaments qui sortent de la nébuleuse. Fait qu'avec cette fonction-là, on va pouvoir rehausser les contrastes entre les différentes couches de l'enveloppe de la nébuleuse, mais pas nécessairement sur les petites structures. OK? Il faut faire attention. 1, c'est beaucoup. OK? Puis si je descends, par exemple, si je descends mon rayon jusqu'à 16, puis j'essaie avec un rayon de 16, bien là, vous voyez qu'il commence à avoir des ronds autour à 1. Fait que je veux descendre un petit peu, peut-être autour de 0.3. Je l'applique. OK, puis
je constate que, bon, vous voyez que ça, il y a un rehaussement un peu des contrastes, mais pas tant que ça, à 0.3. Fait que c'est pas énorme. Je vais vous montrer, si on augmente ce rayon-là ici, supposons que je le mets à 60, OK? Puis je diminue ou j'augmente, je pense qu'il faut que je vais augmenter ma limite de contraste. Vous voyez qu'il commence, on va voir des structures plus grandes qui vont être différenciées. À 60, là, vous voyez que à 60, on a encore toutes ces structures-là qui sont les différentes couches de la nébuleuse ici. Vous voyez l'original, rehaussé. OK? Si je vais encore à plus grand, on va me le recalculer. Voilà. Avant, après, avant, après. OK? C'est une autre façon d'augmenter les contrastes à l'intérieur de la nébulosité ou dans une galaxie moins, mais surtout dans les nébulosités. C'est une bonne façon. Puis là, encore là, chaque cas est différent. Chaque nébuleuse va réagir de façon différente en fonction de la qualité de votre image, puis en fonction du rayon, des paramètres que vous placez ici. Si j'allais encore plus grand, jusqu'à, supposons, 128, là, je suis à 126, vous allez voir que ça va donner un résultat complètement différent. Puis ça va être encore des structures beaucoup plus grandes qui vont être, les contrastes vont être rehaussés. Vous voyez que, de la même façon. Fait que moi, je trouve que ça, ce truc-là, c'est assez intéressant, cette façon-là. Fait que je vais l'appliquer à mon image au complet. OK? Fait que je vais envoyer ça là-dessus. Puis on peut le faire à plusieurs étapes. On n'est pas obligé de le faire juste une fois. On peut rehausser des structures à 126 de rayon. On peut le faire à plusieurs, puis vraiment descendre partie du plus grand puis aller vers le plus petit. C'est souvent quelque chose que je fais de façon systématique sur certains types de nébuleuses, surtout dans le H-alpha. Je vais attendre que ça soit fini. Autrement dit, c'est pas cumulatif. Tu l'essayes avec un certain paramètre, puis si c'est passé, tu le réessayes encore avec un autre paramètre. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça rehausse les contrastes basés sur la dimension des structures, des éléments qui sont dans l'image. Donc, ça peut ne pas donner quelque chose de concluant, comme ça peut être très intéressant, puis ça va vraiment dépendre de l'image. Vraiment, puis ça dépend aussi à quel niveau elle est stretchée, parce qu'on va faire ça sur une image qui est stretchée. Fait que si elle est très stretchée, vous voyez le après, le avant, on voit qu'on a quand même sorti un contraste intéressant là. OK. Ensuite de ça, je veux... qu'est-ce que je veux travailler sur ça? Je pense que je vais tout de suite aller à la combinaison du RGB avec la luminance. OK? On va utiliser, pour faire ça, puis là, je pourrais travailler sur cette image-là là, des soirs et des soirs de temps, là, parce que c'est une belle image, puis on pourrait essayer de raffiner encore un peu là, certains contrastes dans la nébuleuse. Mais encore là, c'est tellement au cas par cas, c'est tellement, chaque image étant différente, je vais considérer que ça, là, je suis satisfait avec celle-là. Je suis rendu au point où est-ce que je vais, dans mon color space, je vais aller utiliser encore la même fonction tout à l'heure, RGB combinaison, qui était déjà là. Et là, je vais juste aller y coller la luminance à mon image. Okay? Fait que mon image RGB est en arrière ici. Je vais sélectionner mon image de luminance qui est ici en arrière. OK? Fait que je vais l'appliquer à cette image-là. Là, elle est un peu bizarre. Hein? RGB, me semble. Ouais, c'est ça, en tout cas. Et en même temps que je fais ça, je vais aussi augmenter la saturation. OK? Je vais mettre ça à 0.20. Puis je vais aussi demander qu'ils réduisent le bruit en chrominance, le bruit des couleurs. Donc, je prends... Puis ça, c'est assez standard. Là. Je vous dirais que je le mets toujours pas mal à 0.2 puis que je fais la réduction de bruit. Je prends ça puis je l'envoie sur mon image RGB.
combine le canal RGB, il réduit il fait une réduction du bruit en chrominance, donc dans les canaux de couleur. Et ensuite de ça, voilà. Donc voici l'image actuelle, voici l'image avec le RGB et donc l'image RGB et l'image LRGB. Okay, donc je suis allé coller par-dessus mon image RGB, ma luminance. Donc je viens sortir les détails que j'ai dans la luminance que je n'avais pas dans le RGB. OK. Voici ce que ça donne. Là, il y a des choses un peu étranges dans l'image. J'ai peut-être un peu trop exagéré, mais... Ah, attendez un petit peu, attendez un petit peu, attendez un petit peu. J'ai peut-être un masque sur ça. Masque, non, je ne l'ai pas mis. Ouais, peut-être que j'ai augmenté un peu trop ma saturation. Ici, saturation, là. Alors, encore là, au cas par cas. Un petit peu trop saturé, peut-être. Il y a déjà pas mal de couleurs dans l'image. Ouais, c'est encore un peu étrange, là. Faudrait voir, dans un cas comme ça, il faudrait voir pourquoi ça cause ce truc-là. Puis dans quelle étape de ma combinaison RGB je suis arrivé avec un truc comme ça. Ça se peut-tu que j'avais fait une saturation dans cette image-là à un moment donné? Si je viens voir l'histoire, que je sélectionne RGB, Color Calibration, Mask Stretch, non. RGB combinaison. C'est assez étrange. T'avais-tu ça, Paul? Des affaires de même? Non, hein? Vraiment, là. Même une nébuleuse. Même dans la nébuleuse, ici, il y a quand même... c'est une autre étoile avec de la couleur pas mal dedans. Ça, c'est peut-être un peu plus classique, mais celle-là, là. En tout cas, quand je l'ai faite, je ne suis pas arrivé avec cette affaire-là, c'est étrange. Vraiment, là. Peut-être dans ma luminance, elle est un petit peu trop... ouais. Elle est un petit peu trop éclatante. C'est ça qui fait que ça sort de même, là. Une des façons qu'on a peut-être de corriger ce genre d'affaires-là, c'est en utilisant dans un process, ici j'ai noise, il y a noise reduction. On peut aller avec la fonction SCNR. Si vous regardez ça ici comme ça, je peux essayer de corriger le bruit dans le bleu en mettant peut-être pas trop, pas à 1, mais en mettant à 0.5 par exemple. Sauf que ça a tendance à désaturer pas mal les couleurs. Vous voyez que... Sauf que... C'est appliqué à toute l'image au complet. Ouais, c'est ça. Ça, c'est appliqué à toute l'image au complet. Il faudrait juste s'assurer que, par exemple, on l'applique seulement aux étoiles ou aux sections les plus brillantes en faisant un masque. Parce que là, on vient aussi, évidemment, de flusher notre bleu qui est ici, là. Vous comprenez? Fait que en faisant un masque qui va chercher seulement le pourtour des étoiles, si c'est possible, ben on peut aller travailler seulement dans ces régions-là. Il faut faire attention. Encore là, le masque, on fait un masque d'étoiles en prenant, attends un petit peu, je vais aller chercher un masque d'étoiles ici. C'est un masque. Puis là, on lui demande d'agrandir beaucoup les structures. On prend les structures assez grandes, puis on va aller chercher ces étoiles-là. D'ailleurs, celle-là ici en particulier, là, je n'allais même pas la chercher dans mon masque tout à l'heure, fait qu'il faudrait que j'augmente encore un petit peu ici, là, en allant à 60, si je travaille sur un preview. Là. Ensuite de ça, un des éléments qu'on voulait voir aussi avec cette image-là, c'était de pouvoir travailler sur aller ajouter les informations du H-alpha sur la couche rouge. Je vais vérifier pour voir ce que ça peut donner. On
Vous voyez qu'il va même pas, avec cette taille-là, il va même pas chercher ma grosse étoile dans le milieu. Ou presque. C'est comme une structure d'assez grande dimension, cette affaire-là. Fait que ça, honnêtement, là, je suis assez embêté par ce truc-là. Ça me donne un... Il était traité en partie, toi. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait juste un Star Mask sur cette affaire-là pour voir si ça sortait, puis ça sort pas. C'est un peu étrange. En tout cas, je n'ai pas d'éterniser trop là-dessus, là, mais il y en a une autre ici en bas qui est bleue. Elle est peut-être un peu trop de saturation dans mon affaire. Là. OK. L'autre élément, c'est si on voudrait ajouter du rouge, si on voudrait bonifier le rouge de cette image-là avec l'image de H-alpha qu'on a ici. H-alpha qui est là, c'est ça. Là, il est stretché. OK? Non, il n'est pas stretché, il est en format linéaire, pardon. Je vais juste faire un stretch rapide. Je vais vous montrer un petit élément que je n'ai pas montré depuis le début. Si je viens chercher mon H-alpha, ici, vous voyez que tout le H-alpha, il est collé, là. Il est tout collé ici, là. Toutes les données sont là. Je vais aller chercher ma fonction String Transfer Function. Je peux utiliser le petit triangle de cette fonction-là ici pour l'envoyer sur la barre ici en bas de l'histogramme. Ça va faire le même stretch que celui qui est appliqué à l'image par le String Transfer Function. Si je fais reset ça ici en cliquant sur le X, que j'applique cette transformation d'histogramme-là ici, je vais obtenir essentiellement la même image. Okay? Si je le prends, je m'en vais là, je fais un stretch rapide de mon image en H-alpha. Okay? Ensuite de ça, si je veux aller ajouter à mon image RGB l'information que j'ai de H-alpha, là, ils sont-ils les deux dans la même... non, ils ne sont pas les deux. Je vais l'envoyer dans le Workspace 1. OK, je vais retourner dans le Workspace 1. J'ai mon image H-alpha, puis je veux mettre cette information-là ici dans cette image-là. Je vais l'ajouter à la couche rouge, en fait. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec le pixel map. OK? Je vais utiliser une fonction qui s'appelle max. Ici. OK, puis max, c'est la valeur maximum d'une série d'images. Fait que je vais dire, prends le max de RGB. Après ça, il faut que je mette une virgule. Et mon H-alpha qui est... H-alpha. Ah, zip. Voyons. Ouais, il est là, mais c'est parce qu'il est dans les... On ne sait pas c'est lequel dans la gang. Ça, c'est rouge. Ça, c'est bleu. Ça, c'est H-alpha. Bon, OK. H-alpha. OK. Fait que là, ce que je veux faire, c'est que je veux remplacer le rouge dans cette couche-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dire, n'utilise pas une expression unique. OK? Fais juste dire, ben, le rouge, je veux que ce soit le max de ce fichier-là ici ou celui-là. Je vais vous expliquer après pourquoi j'utilise max. Ensuite de ça, le vert, je vais dire, le vert, je veux que ce soit, puis là, je vais faire une petite passe, signe de pièce T. Signe de pièce T, c'est que le vert, c'est change rien. OK? Garde-le. Signe de pièce T, c'est le target. Ça veut dire, utilise la valeur du fichier que tu as déjà comme vert. Puis ensuite de ça, pour le bleu, c'est la même chose. Signe de pièce T. OK? Donc, ce que ça veut dire ici dans Pixel Map,
Remplace-moi le rouge par la valeur maximum que tu vas trouver dans soit le fichier RGB ou le fichier, l'image RGB ou cette image-là. On va voir, peut-être que ça ne donnera pas tout de suite quelque chose d'intéressant. On va voir ce que ça va donner. Après ça, signe de piacité, ben, le vert et le bleu ne changent rien. OK? Puis je vais dire, remplace l'image qui est là. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas de masque. OK, je n'ai pas de masque, c'est bon. Puis, je ne veux pas qu'il rescale le résultat. Ouais, je peux non, parce qu'il ne rescale pas. Je prends mon truc ici et je l'envoie sur mon image. OK? Là, ce que ça me dit, OK, c'est que mon fond du ciel dans ce fichier-là, ici, est plus élevé que le fond du ciel dans mon image cible. Donc, le max des deux fichiers, ben, il a pris celui du RGB. C'est pour ça qu'on vient de scraper notre fond du ciel. Ce que ça me dit, c'est qu'il faut que j'aille dans ce fichier-là ici, il faut que j'abaisse mon fond du ciel pour qu'il soit plus bas que celui de mon image cible. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Curve Transformation, puis je vais vérifier, vous voyez le fond du ciel à peu près, il est dans quel coin, puis dans la nébuleuse, il est dans ce coin-là. Fait que vous voyez ici, quand je me promène dans le fond du ciel est à peu près ici, dans cette portion-là, puis plus loin, j'ai la nébuleuse ici. Okay. Parce que ce que je vais avoir, c'est un fond du ciel plus faible. Okay. Là, c'est peut-être un petit peu trop, je vous dirais. Là. Je devrais peut-être faire quelque chose du genre, comme ça, avec un fond du ciel très pâle. Okay. Supposons qu'on fait ça comme ça, pour les besoins de la cause. Et puis là, je viens de modifier mon image ici pour avoir quelque chose de plus faible dans le background, puis plus élevé dans la nébuleuse. Fait que je viens faire un undo. Oups, excusez-moi. Je viens faire un undo sur ma fusion que j'ai faite tout à l'heure pour revenir à mon image originale, puis je vais réessayer ma fonction. Bon, vous voyez que c'est rendu rouge en totalité. OK? Fait que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne rehausser les contrastes à l'intérieur de ma nébuleuse ici pour dire, ben, descends-moi ça là parce que je ne veux pas avoir du rouge partout à grandeur. OK? Fait qu'il y a comme un peu de peinture là-dedans, dans le sens que faut jouer avec notre image de H-alpha pour venir augmenter les régions qu'on veut avoir, puis pas nécessairement augmenter les régions bleues. Encore là, dans toutes les situations, on est toujours en train de faire des essais-erreurs. Une autre solution qu'on peut faire, c'est combiner le rouge original du fichier avec le rouge H-alpha. Par contre, à ce niveau-là, ça demande un peu plus de complexité. C'est un peu plus complexe. Il y a un script qui existe, qui est Multichannel Synthesis, ici, qui va faire du HARVB. OK? Si on regarde ça, ce fichier-là va nous dire, ben ici j'ai une image H-alpha, OK? Puis j'ai une image RGB. Fait que je peux dire, ben mon image H-alpha c'est celle-là, j'ai mon image RGB qui est ici. Là, il faut juste que je fasse un undo, par exemple. Hop, je vais venir ici, faire un undo sur celle-là. J'ai mon image RGB qui est là. Je reviens dans mon script, HARVB. Je viens ici, puis là, il me dit, OK, combien est-ce que tu veux, je reviens, il faut que je sélectionne mes bonnes affaires, mon image H-alpha, mon image RVB, qui est ici. Non, c'est RVB. Je peux mélanger l'information de mon H-alpha avec le rouge de mon RVB. Essentiellement, c'est à peu près la même affaire que le pixel math qu'on a fait tout à l'heure, mais là, c'est l'interface, c'est le script qui s'en occupe. Fait que je peux lui dire, ben mets-moi, mettons, mets-moi 33% de H-alpha dans mon canal rouge, ici. OK? C'est juste que tu n'es pas au max partout. Non. Tu vas pour ça. C'est ça, c'est ça. OK? Fait qu'il m'isole mes 3 canaux. Il retravaille sur l'image. Sauf que là, ça devient très subjectif comme Photoshop. Ben, ça devient... effectivement, quand tu veux mélanger du narrowband, là, du H-alpha, avec... Ben là, c'est en quelle proportion qu'on le fait.
de quelle manière, mais c'est les images qu'on mélange ensemble. Autrement dit, on ne sélectionne pas nécessairement la région, on va dire, bien, je viens coller telle affaire sur ça ici. Okay? On travaille vraiment avec... là, vous voyez qu'ici, il va travailler avec les espaces colorimétriques, le Scilab et ainsi de suite. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus complexe, mais essentiellement, c'est tout du pixel map. La fonction ici, elle fait juste faire appliquer un paquet de processus mathématiques, un en arrière de l'autre. OK. Alors, voici l'image. Il nous a fait une image HA, R, RHAVB. Autrement dit, il a fait une image de luminance HAR en prenant le H-alpha et le rouge pour faire la luminance. Et le R, le rouge, et le H-alpha pour faire le rouge de l'image, puis le vert et le bleu. C'est ce que ça donne. Bon. Ça nous donne un peu l'aspect saumon des photos où est-ce qu'on mélange du H-alpha avec la luminance. Ça, c'est ce que ça donne. On a en arrière aussi une version où est-ce qu'il a fait du rouge H-alpha VB en utilisant notre image de tout à l'heure. Dans cette image-là, moi, c'est celle-là que je trouve la plus intéressante par rapport, pour ce script-là, par rapport à cette image-là ici, que je trouve un peu trop rosée. C'est vraiment l'image qui est ici, où est-ce qu'il va nous mélanger dans le rouge un peu de 33% d'H-alpha. Si je compare cette image-là avec mon image originale, qui est ici, ben, les deux images, une à côté de l'autre, laquelle qui est la plus belle? Fait que vous voyez que dans ça, ben, on a mis 33% de H-alpha, on pourrait aller jusqu'à 50%, mais vous voyez que dans ce cas-là, ici, il a bien géré, en utilisant l'espace colorimétrique Scilab, il a bien géré le fait que ici, là, c'est pas, ça reste la bonne couleur. Là. On n'est pas nécessairement aussi bleu qu'on l'était, on est un peu plus rose, disons rouge, mais c'est pas aussi catastrophique que mon mélange mathématique de tout à l'heure. Pardon, bête et méchant. Ici, à l'écran, je vous dirais que avec un peu de travail, on pourrait, en fait, si je les agrandis un peu, les deux, difficile à dire laquelle est la plus... Ça dépend ce que tu aimes aussi, si tu aimes du contraste, ouais. C'est ça, effectivement. Il y a des... disons que dans cette nébuleuse-là, il y a d'autres émissions que juste du H-alpha. On le voit avec le O3, il y a beaucoup d'oxygène. Alors que, par exemple, si on était dans la nébuleuse de l'Amérique du Nord, où est-ce qu'on est à peu près beaucoup dans le H-alpha, ou dans d'autres nébuleuses, où est-ce que essentiellement, là, il n'y a pas d'autres atomes que d'hydrogène, ben, la question se pose moins parce que la dominance, c'est déjà tout rouge à grandeur. Fait qu'on colle le H-alpha par-dessus, puis on ne perd pas la balance des couleurs par rapport à par rapport au bleu ou au vert. Là, dans ce cas-là précis, bien, le centre de la nébuleuse ici est vraiment l'hydrogène est vraiment au pourtour. Puis, mais il y en a quand même dans le centre, mais le centre est surtout occupé par l'hydrogène. Pas l'hydrogène, l'oxygène. Si je vais voir mon image d'hydrogène, qui est sur la chose bleue ici, vous voyez que le centre est très occupé par l'hydrogène. Donc, je pourrais aller coller. Je pourrais aussi utiliser ça pour aller mélanger l'hydrogène avec, par exemple, la couche bleue, comme on l'a fait avec le H-alpha. Ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu par rapport à... Là, l'étape après, puis là, de faire une image uniquement en narrowband, un peu comme celle de Paul, où est-ce qu'on va chercher juste le H-alpha et le O3, puis on les mélange, on prend ces deux couches-là, puis on fait une image RGB avec, en les mélangeant d'une certaine manière pour avoir un résultat qui est intéressant. Je ne sais pas, Paul, quel ratio de mélange à H-alpha puis O3 que tu utilises pour faire ton... Tu t'en souviens pas? Les trois, fait que tu faisais... OK, pour le RVB.
Donc on va l'essayer pour voir. Je vais retourner dans le Color Space RGB combinaison. Puis ici, dans le rouge, je vais dire, ben, mets-moi le H-alpha pour le rouge. Puis pour le bleu et le vert, mets-moi le O3. O3. Donc on va générer une image qui va être H-alpha O3 O3. Voilà. Là, ça rouge pas mal, ça ne sort pas beaucoup ici. Je vais juste aller faire je vais axer ça comme ça ici. OK. Fait que vous voyez que le rouge, on a utilisé la HL. Là, ça sort vraiment pas super bien à l'écran, mais ici, c'est quand même intéressant. On a du rouge, puis ça sort, en tout cas à l'écran, ça sort assez bien. Puis pour le O3, ben, on a il y a vraiment, si je regarde mettons ma couche rouge ici, puis ma couche verte, il y a vraiment une différence dans la disposition des atomes des deux éléments. Donc le rouge occupe plus d'espace vers l'extérieur, puis l'oxygène est vraiment limité à l'intérieur. Si on veut avoir ça, si on veut aller plus loin dans cet exemple-là, ben on pourrait essayer différentes combinaisons, par exemple de LRGB, puis mettre un peu de H-alpha dans le vert et le bleu, dans des proportions différentes, pour essayer de faire ressortir des contrastes qu'il y a entre les deux, entre le H-alpha et le O3. On pourrait aussi, par exemple, je ne sais pas, toi, Paul, dans ton exemple, si je vais chercher ton image que j'ai mis dans le répertoire, tu avais mis OHA, OH, OH, ici. Ouais, ça avait fait une espèce de... Ah, ok, tu les as mélangés après? Je comprends. On voit que, par exemple, on peut, en fonction des couches, on peut arriver à des résultats assez différents par rapport à... Mais c'est sûr que si tu fais des manipulations avant de les mélanger, ben, étant donné qu'on est dans le narrowband, il n'y a pas nécessairement de signification pour les couleurs, comme on l'a pour les étoiles et le RGB, ben, on peut faire à peu près ce qu'on veut, là, puis obtenir des résultats qui peuvent être significativement différents, comme celui-là et celui-là. La tienne, je la trouve pas si mal, pas en tout, là. Vraiment intéressante. Donc, mais au niveau des combinaisons pour le narrowband, je vais vous dire, en faisant pas énormément, je fais surtout du H-alpha, je fais rarement des mélanges de OH, je n'ai pas de filtre de O3, je n'ai pas de filtre O3, je n'ai pas de filtre, c'est quoi l'autre élément, là? S2, c'est ça? S, le soufre. Donc, disons, mes connaissances à ce niveau-là sont un peu plus limitées, mais on est moins, je dirais, moins pris avec les ratios de couleurs. Donc, on peut, par exemple, dans une image comme ça, qui s'appelle image 44, on peut un peu plus jouer avec disons, les couches indépendantes. Hein, les couches indépendamment une de l'autre. Je pourrais décider dans le rouge de booster mon image, puis ainsi de suite. Bon, il faut faire attention un peu au fond du ciel aussi, là, avoir quelque chose de neutre. Mais on peut jouer sur chacune des images pour aller chercher des détails dans les enveloppes, et ainsi de suite. OK. Un des éléments qui m'a poussé à utiliser l'image de Paul, c'est qu'à l'origine, ce que Paul voulait faire, c'était coller, si je viens chercher ces deux images ici, LRGB. Ça, c'est son image LRGB. Nous autres, on a obtenu une image qui ressemble à celle-là, en RGB. Non, celle-là, c'est
HAR. C'est celle-là ici, l'image qu'on a obtenue. Paul a obtenu une image qui ressemble à celle-là ici. Donc si je les colle une à côté de l'autre, mes deux images, je vais fermer un paquet de fenêtres. La luminance, je vais l'envoyer sur le Workspace 2. Celle-là aussi. On va faire un petit peu de ménage. Donc voici avec du rehaussement de contraste, un peu dans le style qu'on a utilisé tout à l'heure avec le Local Histogram Equalization, j'imagine, Paul, que tu as fait ce genre de... que tu as obtenu ce genre de contraste-là. Nous, on a obtenu ce genre de contraste-là ici. Les deux images sont sensiblement, mis à part les contrastes différents à l'intérieur, les deux images sont sensiblement pareilles au niveau des intensités. L'objectif qu'on avait avec ces deux images-là, c'était de pouvoir utiliser la couleur réelle des étoiles dans l'image de l'image RGB, les coller dans l'image. Si je les prends, je les emmène une à côté de l'autre. Si je prends l'image en narrowband, vous voyez les étoiles. Si je regarde l'image, vous voyez l'aspect des étoiles dans cette image-là, puis l'aspect des étoiles ici. Ben, c'est que dans les filtres narrowband, ben, le problème, c'est qu'il n'y a à peu près pas d'étoiles qui sortent. C'est juste les plus grosses. Puis on n'a presque pas de population d'étoiles. Ça peut être intéressant, mais en même temps, c'est le fun de voir des étoiles qui sortent de l'image un peu plus. On voudrait aller coller ces étoiles-là dans cette image-là. Okay? Une des façons de le faire, ben, c'est de générer un masque d'étoiles à partir de notre image qui est ici. Appliquer ce masque-là à l'étoile, à l'image en narrowband, en H-alpha et en O3, et dire avec PixelMap, envoyer les étoiles de cette image-là vers l'autre image. OK? Je vous montre l'exemple. Je vais aller chercher, je sélectionne cette image-là, je vais dans Process, Mask Generation, Star Mask. Je vais utiliser peut-être une valeur à 0.5, juste pour être sûr de ne pas trop faire de niaiserie. Je vais utiliser les valeurs par défaut, sauf le scale de 7 ici. Puis le smoothness, je vais le laisser à 16. Fait que je vais me générer un masque d'étoiles à partir de mon étoile, mon image RGB. OK. Là, notre masque d'étoiles. Fait que je vais prendre ce masque-là et le masquer cette photo-là avec. OK. Là, il n'est peut-être pas parfait encore, mais on va faire un premier essai. Le masque d'étoile, ou à peu près tous les masques ne sont jamais parfaits du premier coup. Je vais aller chercher les deux images de Paul. Donc le NGC moyenne LRGB et le H-alpha OH. J'ouvre les deux. OK. Je vais refaire la même chose que je faisais tout à l'heure. Mask Generation. Star Mask. Je vais juste augmenter. Ben, je vais essayer de voir si la nouvelle fonctionne comme ça. Je vais juste aller voir ici. Vous voyez, je passe de 0.29 à l'extérieur à 0.4, 0.3, 0.4. Normalement, pour ce genre d'étoile-là, si j'allais mon noise threshold ici, je le mettais à 0.4, je devrais aller chercher mes étoiles. Comme ça. Je vais l'essayer. Scale, on va l'augmenter un peu à 7. Et voilà. De façon générale, c'est un programme qui est assez stable. Je dirais que ça a planté une fois aujourd'hui, puis j'ai quand même travaillé là, depuis 5-6 heures. Par contre, je ne sais pas ce qu'il a fait planter, mais c'est possible si je refais la même affaire, ça va encore replanter. Je ne sais pas. Il y a eu quelques exemples de situations qui systématiquement faisaient planter le logiciel, puis les développeurs sont assez rapides à patcher ça et à envoyer une nouvelle version. Si on résume un peu ce qu'on a vu aujourd'hui,
Ben, pour la matinée, ceux qui étaient là, qui ont fait l'après-midi aussi, de façon générale, ben, on a vu la calibration. On a vu après ça, ben, en fait, avec Bash Preprocessing, calibration, alignement et empilement d'un coup. C'est sûr que il y a certains éléments qui peuvent être maîtrisés, puis je pourrais, il y a certaines ressources sur l'Internet qui nous permettent de progresser par rapport à ce genre par rapport à ces opérations-là d'alignement. Je dirais que calibration, alignement, pas nécessairement, mais intégration, il y a quand même des ressources par exemple, il y a un type, je pense, un Australien, un Hongrois qui a passé à travers, pour une image, il a passé à travers tous les types d'intégration possibles, toutes les méthodes d'intégration avec les facteurs de rejet des pixels, puis qu'il a déterminé que pour cette image-là en particulier, la meilleure façon, c'était en utilisant telle méthode de réjection. Il y en a plusieurs. C'est pas toujours du sigma clipping, ça peut être en tout cas, il y en a d'autres. Puis il arrive à la conclusion, en utilisant les données que PixInsight donne, que c'est avec telle méthode que l'image a, en théorie, le meilleur ratio signal sur bruit. Donc, il y a moyen d'optimiser de beaucoup les... OK. On a l'air d'être un peu plus en voiture avec celle-là, c'est bon. Donc, il y a moyen d'optimiser le résultat des images, puis c'est ce que une des boîtes de dialogue dans Bash Preprocessing dit, c'est faites attention. C'est beau, c'est facile, c'est simple, mais il y a moyen de faire mieux encore en contrôlant un peu mieux les paramètres. Ensuite de ça, on a vu dans les images DSLR que, bon, c'est vrai pour les images CCD, une fois qu'elles sont jointes, ben, on enlève les gradients qui sont présents dans l'image. L'objectif d'enlever les gradients comme première opération, après avoir fait un petit crop des bordures, c'est d'avoir une image la plus flat possible en termes de fond du ciel, pour être capable de prendre de façon sécuritaire des portions du ciel comme référence pour le fond du ciel, pour la calibration des couleurs. Ensuite de ça, ben, il faut faire un choix pour la calibration des couleurs. Il faut faire un choix de méthode qui fixe une référence de blanc dans notre image. Avec la référence de blanc, ce matin, on a vu comme référence de blanc une galaxie M51. La taille de la galaxie, normalement, est pas nécessairement très importante. Ça peut être une petite galaxie, mais en autant qu'elle soit relativement bien définie dans l'image, et non pas juste un truc flou, très bruité. Donc, ça marche aussi. Ce matin, quand on a fait l'exemple avec M51, je l'ai fait une deuxième fois avec la petite galaxie, puis les couleurs étaient quand même intéressantes dans la galaxie, dans M51. Ensuite de ça, ben, une fois que les couleurs sont calibrées, ben, on peut commencer à stretcher. Dans la fonction Mask Stretch, ben, on l'a vu autant pour le CCD que pour le DSLR. On est en mesure de contrôler un peu mieux de bien contrôler l'explosion des étoiles, pas l'explosion, mais la taille des étoiles quand on fait le stretch, donc il reste un peu mieux contrôlé. Là, j'ai fait mon masque d'étoiles dans cette image-là ici. À partir de cette image-là, j'ai fait un masque d'étoiles que j'applique à l'autre image. OK? Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais venir ici tout à l'heure, j'utilise le bouton de droite, là, mais normalement, j'utilise aussi la barre de menu. Ici, il y a les icônes pour les masques. OK? Donc, ici, c'est Enable, Disable Mask, puis ici, c'est Show Mask. Je vais juste cacher le masque, comme ça ici. Et je vais sélectionner un bout du ciel ici. Puis je vais utiliser la fonction Pixel Map. Hop. Pixel, 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 pixel map. Et je vais lui dire, cette image-là ici, je veux qu'elle soit égale à cette image-là. Donc, je vais utiliser une seule expression RGB, plutôt que 3 expressions différentes pour le R, le B, le G et le B. Puis je vais lui dire, mets-moi ça égal au fichier RGB, carrément, sans autre considération. Fait que dans mon image, les endroits qui sont pas masqués vont prendre la valeur de l'autre fichier, carrément. Je ne dis pas que ça va marcher du premier coup. Des fois, il faut ajuster. OK? Mais si je prends cette étoile-là ici, qui a une couleur un peu bizarre en narrowband, OK, vous la voyez ici. Si j'applique
la fonction mathématique, vous voyez que, C'est efficace. OK, je viens d'aller coller dans mon image les étoiles de l'autre fichier. Vous remarquerez que je n'ai pas été 100% efficace dans le sens qu'il y a encore beaucoup d'étoiles de cette image-là qui n'ont pas transféré dans l'autre. OK? Par contre, si je vais dans le détail plus fin, je regarde ça ici, ben, il y en a quand même pas mal qui ont apparu. C'est juste qu'à ces endroits-là, mon masque est peut-être pas super ouvert. Donc, il n'est pas complètement translucide. Il n'est pas... si vous regardez, si je peux le trouver, mon masque, là, il est rendu où? Il est ici. OK? Je vais prendre mon image ici. Je vais le mettre là. Vous voyez que pour beaucoup d'étoiles, je ne suis pas vraiment très, très blanc. Donc, dans ce masque-là, ce qui est blanc va laisser passer l'autre image. Donc, ça va complètement être, par exemple, pour cette étoile-là ici, ça va bien fonctionner. Mais pour ces petites étoiles-là, vous comprenez que ça va être, ça passe un peu, mais pas tant que ça. Donc, plus la valeur est proche de 1, donc plus c'est saturé, mon masque, plus c'est les valeurs de l'image RGB qui vont aller dans l'image narrowband. Mais plus c'est proche de 0, bien évidemment, moins que les valeurs du RGB vont aller vers le narrowband. Fait que le truc, évidemment, c'est peut-être de jouer un peu, pas trop, mais un peu sur le stretch de mon masque. Donc, je vais aller dans Histogram Transformation. Je vais sélectionner mon masque d'étoile, puis je vais le stretcher un petit peu. Si je regarde à quoi ça ressemble là, c'est bon. J'essaye ça. Je le stretch, puis je viens ici, juste regarder. Si je réapplique à nouveau ma fonction, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez que c'est un peu plus efficace que ça l'était. OK? Donc, si je reviens ici, globalement dans mon image, OK? Là, j'ai deux. Ça, c'est mon image originale. OK? Fait que je suis allé chercher dans mon image. Et là, il y a moyen de fine-tuner. On peut faire plusieurs masques, les additionner ensemble, par exemple, parce que parfois, c'est difficile d'avoir des grosses étoiles et des petites étoiles dans le même masque. Ce qui me manque beaucoup, c'est les petites étoiles. Alors, je pourrais, par exemple, aller générer un second masque à partir de mon image ici, mais en insistant un petit peu plus sur les étoiles plus petites. Il est où mon star mask? Ah, il est là. Ah non, c'est pas ça ici. Ça, c'est mon masque. Je cherche la fonction. Star mask. Mask generation. Ici. Star mask. OK, là. OK, je pourrais aller chercher des petites structures. OK? Et en étant un peu plus permissif, parce que vu que c'est des petites étoiles, elles sont probablement moins brillantes, donc je vais diminuer mon threshold, puis je vais le mettre, supposons, à 25. Je vais réessayer de faire un nouveau masque. Et là, je m'attends à avoir beaucoup plus de petites étoiles dans ce masque-là. Okay? Mais pas les grosses. Vu que j'ai déjà appliqué une partie du RGB dans mon image, je vais remplacer mon masque par celui qui représente les plus petites étoiles. Je vais à nouveau aller, entre guillemets, là, coller les valeurs RGB dans mon image. Vous allez me dire, hey, Martin, c'est quoi la différence entre ça et Photoshop? Mais vous vous souvenez, ce matin, quand j'ai commencé, j'ai dit l'image, dans PixInsight, on considère que l'image contient l'information nécessaire à faire son traitement. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas utilisé d'autre chose que l'information qui est présente dans les deux images. OK? Je n'ai pas peinturé avec un pinceau, dire, envoie-moi ça, ces affaires-là. J'ai vraiment sélectionné mes images, mes étoiles. Vous remarquez ici que mon filtre, maintenant, mon Star Mask, qui contient beaucoup plus de petites étoiles. OK? Fait que je vais aller voir maintenant, en l'appliquant à mon image narrowband. Je viens ici. OK? Je viens ici, puis je vais aller maintenant, avec ce masque-là, voir ce que ça va donner quand je vais aller coller les valeurs. Bon, ça ne change pas nécessairement grand-chose. Ah, un petit peu quand même. Vous remarquez ici, là, OK?
ça sort un peu. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Un peu le même principe que tout à l'heure. On va aller augmenter notre masque et recoller encore les valeurs. Vous voyez que ça passe, ça sort. Fait que si je reviens, supposons c'est cette section de ciel-là, si je reviens avec mon History Explorer à mon image achat, puis je regarde la première version, voici ce que j'ai. Je vais la mettre un petit peu à côté, là. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais la mettre un peu à côté. Voici ce que j'avais, History Explorer. Et voici, après 1, 2, 3, 4, 5 itérations de la fonction, voici ce que j'ai. Avant, après. Globalement, dans l'image, après, oups, avant. OK? Là, je vais vous faire une confession. Je ne me souviens pas trop, mais c'est bien possible que les étoiles qui sont situées dans la nébuleuse, parce que là, ici, puis je ne vous le montre pas tout de suite, mais dans les pourtours ici, ça va bien, ça travaille bien. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec les étoiles qui sont dans la nébuleuse? Allons voir. On n'est pas pire à l'extérieur, c'est pas si mal, mais quand on est rendu dans celle-là ici, c'est pas idéal. Mais à quoi ça ressemblait avant? Allons voir. OK? Pas si pire. Puis là, Alors, vous comprenez que ça a l'air bien à l'extérieur parce qu'on est dans le fond du ciel, puis qu'on colle les étoiles. Maintenant, dans la nébuleuse, ben là, ça, c'est pas le fond du ciel. C'est pas foncé, c'est pas faible. C'est déjà lumineux. Fait que quand je viens coller des étoiles, ben là, je prends mon halo d'étoiles qui est ici. Je prends aussi les valeurs de mon fichier RGB. C'est pas juste l'étoile parce que le masque, il est un petit peu plus grand. Si je le montre, vous voyez, le masque est un petit peu plus grand. Alors là, évidemment, ben on va venir travailler dans notre fonction de masque d'étoile, ici, Star Mask, sur Structure Growth, OK? On va diminuer ça un petit peu, même les mettre à 0, OK? Comme ça, pour qu'il n'agrandisse pas le masque d'étoile, qui se limite à la surface de l'étoile comme telle, OK? C'est lequel? C'est lui. Ça, c'est mon RGB. Ça, c'est mon chose. Je vais enlever. Lui, je vais le flusher. Delete. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si je voulais recommencer en disant, OK, je me suis trompé un petit peu. Je vais retourner faire mon masque de grandes étoiles à 0.5. Je vais limiter ça. Je vais juste aller à 7 ou à 8. OK? Allons à 7. Ça fonctionnait bien. Et je vais refaire mon masque. Et là, vous comprendrez que c'est très itératif. Je vais essayer une fois, j'étais content à l'extérieur, mais à l'intérieur de ma nébuleuse, ce n'était pas idéal. Alors, je diagnostique que mon masque d'étoiles affecte une région trop grande. Donc, je viens modifier mon masque pour dire, agrandis pas les étoiles, reste à l'intérieur. Je refais. Donc, je vais refaire les deux mêmes processus. Je vais refaire un masque avec des grosses étoiles, un masque avec des petites étoiles. Je vais venir appliquer le pixel mat à mon fichier. Vous voyez? Fait que là, déjà là, mes étoiles sont beaucoup plus petites. Ça, c'est les grandes étoiles. Sont beaucoup plus petites qu'elles l'étaient à l'origine. OK? Je n'ai pas de structure growth là-dedans. Par contre, je vais devoir tout de suite y aller en disant, bon, ben, on va faire un histogram transformation tout de suite sur cette image-là. OK? Pour avoir un peu plus de punch au niveau des étoiles. Fait que je vais aller placer mon masque sur le O2. OK? Et je vais, avec mon pixel mat de tout à l'heure, la même formule qui devrait être encore là. Je vais juste cacher mon masque. Je vais aller à l'extérieur voir ce que ça donne. OK? On voit qu'on vient de coller les couleurs du RGB. Qu'est-ce que ça donne dans le milieu? Un peu plus de contrôle. OK?
Je pourrais refaire encore une autre fois. OK? Puis refaire encore une autre fois. Puis vous voyez que ça s'agrandit. OK? J'en ai de plus en plus d'étoiles. Ça a changé les paramètres. Toutes les fois que tu Ça a changé. refais, Ouais, c'est ça. s'accumule. Ouais. Effectivement. Étant donné que j'ai des étoiles qui sont protégées en partie parce que la couleur n'est pas noire ou blanche, mais qu'elle est grise, admettons, à 0,3 plutôt qu'elle devrait être à 1 pour tout laisser passer, bien, puisqu'elle est à 0,3, bien, si j'applique successivement la même transformation, bien, je vais augmenter la proportion de mon image de RGB dans celle de... Fait que je peux le faire plusieurs fois. Ça revient à peu près à la même chose. Je peux le faire à vitam aeternam jusqu'à temps que je ne vois plus de modifications. Puis à partir du moment où je ne vois plus trop de modifications, c'est parce que là, mon fichier de narrowband comprend vraiment, c'est rendu au complet, il est à 100% les étoiles qu'il y a là. Par contre, pour les petites étoiles, bien là, ça peut être un peu différent. Je vais être obligé de refaire un masque encore. Si je regarde ça ici, qu'est-ce que ça donne? Bien, c'est pas si pire. Je refais encore. Est-ce que ça a changé? Pas beaucoup. Fait que là, je pourrais considérer que là, j'en ai assez fait pour ce masque-là. Il me reste maintenant à coller, comme j'ai fait tout à l'heure, faire un masque avec des plus petites étoiles, appliquer ce masque-là, puis aller encore successivement coller les petites étoiles dans le fichier RGB. On peut le faire si vous voulez. C'est à peu près la même affaire. C'est exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Avec, admettons, 25. J'étais à 25. J'ai dit, vas-y juste à 4. Comme ça. Celle-là, par exemple, je vais lui demander de les agrandir un peu. Parce qu'elles sont déjà petites, je veux. OK? C'est à faire. Je sélectionne mon image, ça c'est mon masque, je vais juste le cacher. Ça c'est mon image RGB, je vais appliquer mon masque là-dessus. Donc il n'y a pas de secret, il y a, comme je vous dis, comme je faisais le résumé tout à l'heure, il y a une grande recette globalement. Puis à un moment donné, après ça, ben là, dans le pré-traitement, puis dans les premières étapes du traitement, il y a des éléments qui sont pas mal toujours les mêmes, puis qui changent un peu d'une image à l'autre. Mais après, quand on veut faire des trucs un peu plus compliqués, ben là, on navigue un peu sur l'océan. Puis là, ben, des fois, il y a du vent, puis ça marche. Des fois, il n'y a pas de vent, puis on piétine un peu. Puis, là, vous voyez, j'ai mon masque de petites étoiles. Je vais juste aller chercher, je vais juste aller stretcher un peu pour rehausser ça. Puis, je vais encore, comme j'ai fait tout à l'heure, appliquer à plusieurs... Il n'y a pas l'air d'avoir changé grand-chose. C'est plus proche qu'on le voit, peut-être. Ouais, pas bien, bien. Il n'est pas super... ouais. Il marche plus ou moins, là. Est-ce que Martin? Oui. Je suis bloqué. En Pixelman, j'ai fait mon match, j'ai fait toutes ces choses-là, mais je n'avais pas à le rentrer dans le Pixelman. Pixelmat ici, Oui? la formule, Ben, oui, exactement, c'est quoi déjà? il faut cliquer sur Expression Editor, ici. Puis là, je vais chercher mes images. Puis je veux remplacer l'image, le RGB par mon LRVB. Fait que je viens juste ici, cliquer. Là, il n'y aurait rien, à l'origine, il n'y aura rien là-dedans ici. Fait que je viens juste dire, clic. Je clique 2 fois là-dessus, ou je le prends, ça marche. C'est juste ça. Je clique 2 fois dessus. OK. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer le RGB par les valeurs de ce fichier-là. Tu sais, si je n'avais pas de masque, là, dans cette image-là, supposons que j'enlève le masque. Remove. J'ai dit, vous voyez, il vient de remplacer mon image par l'autre. Carrément. OK? Là, l'objectif avec ça, c'est de dire, ben, je ne veux pas remplacer l'image au complet, je veux juste remplacer les étoiles. C'est un peu ça qu'on a fait. Fait que vous voyez un peu ce que, en fait, la démarche, Paul, ben, on fait un masque, on l'applique à l'autre, et on joue avec le pixel match jusqu'à temps qu'on obtienne les couleurs qu'on va avoir. Puis évidemment, je pourrais après ça décider de les saturer un peu plus pour faire ressortir les couleurs. Au niveau de la réduction du bruit, là, dans ce fichier-là, c'est assez difficile parce que le bruit est quand même assez bien contrôlé. C'est une belle image. Le bruit et le fond du ciel, c'est très beau, même si je décide de l'augmenter pas mal. Le bruit là,
c'est bon, là, vraiment, là. Peux-tu que le fond de soit un petit peu pâle? Ben là, oui, là, parce que je voulais juste stretcher. Ouais, je voulais juste stretcher pour voir, tu sais, le fond, là. Regardez, là, ça, c'est bon, là, c'est vraiment bon, là. Ouais, c'est très, tu sais, c'est pas déplaisant. Une des choses que j'utilise, puis là, avec cette image-là, c'est pas un bon exemple. Je peux peut-être juste fermer tous les fichiers. Close all. OK. Une des fonctions que j'utilise, je vais essayer d'ouvrir, par exemple, je vais utiliser dans base de ce matin, on a fait l'exemple, il va être ici comme ça. Je ne l'ai pas sauvé, j'aurais dû le sauver pour une fois, ça m'aurait économisé du temps. Dans le fichier de ce matin avec le DSLR, ben, quand on joue ici, là, vous voyez que le bruit, là, même si je suis en rouge, là, le bruit est pas mal plus, disons, moins beau pas mal que... Mais encore là, ça c'est avec du dithering, comme j'ai expliqué ce matin. Le dithering, ça fait une sapristi de belle job. Si j'avais pas fait de dithering, mon fond de ciel serait encore plus lamentable. Fait que je vais juste faire un petit... enlever ça de même, OK. Vous voyez le bruit qu'il y a là-dedans. Bien, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des fonctions de réduction du bruit qui vont être très agressives. Par exemple, dans A2 Wavelet Transform, comme on l'a fait ce matin, je vais venir utiliser la fonction de façon très agressive parce que, en supposant que j'ai du bruit qui est épouvantable dans une image de très faible ratio sur le signal sur bruit, je vais vouloir venir carrément éradiquer le bruit dans toutes les structures dans toutes les dimensions. Vous allez voir ce que ça donne. Je passe de ça à ça. Fait que si je fais un petit zoom out, vous voyez que déjà, quand on se recule un petit peu, là, j'ai pas mis de masque là, pour protéger ma galaxie. Fait que c'est sûr qu'elle mange une claque. Mais normalement, je mettrais un masque. OK? Mais on passe de ça à... Fait que vous voyez que visuellement, c'est quand même intéressant. Par contre, quand on fait quand on s'approche, on s'aperçoit que c'est un petit peu dégueu. OK? Puis la façon de faire ça, c'est de remplacer cette espèce de bouillie-là par, excusez-moi, du bruit de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que du bruit de bonne qualité? Bien, on a une fonction qui s'appelle Noise Generation. Il y a un Noise Generator dans PixInsight. OK? On peut générer du bruit, mais du bon bruit. Ben, je ne sais pas s'il y en a qui font de l'acoustique, mais en acoustique, on peut annuler du bruit avec un autre bruit. Ben, visuellement, on peut un petit peu faire la même chose, vous allez comprendre. Fait que je vais dire à PixInsight, injecte-moi du bruit gaussien ici, normal, dans une quantité de 10, de 0.10, OK? Puis préserve-moi la médiane de l'image. Regardez bien ce que ça donne. Là, c'est un petit peu dégueulasse, parce que je suis en format linéaire. Vous m'excuserez. J'ai oublié, puis là, regardez mon image, elle vient de se faire ramasser complètement. Je suis en format linéaire. Il aurait fallu que je fasse un stretch avant. Je vais faire un stretch. Ouais, je suis au centre-ville. Je vais faire un stretch. Je vais faire un stretch sur mon image avant. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais fermer. Attendez un peu. Parce que le bruit, il va se faire en format... attendez. Process. Screen. Histogram Transformation. Je vais juste stretcher ce truc-là ici en utilisant les valeurs que j'ai là, carrément. Oups, je les mets là. Je fais un reset. Puis je l'envoie. Et voici mon image. Donc, si je viens insérer, puis là, je vais croiser les doigts pour que ça marche. Il me semble que ça devrait marcher. À moins que mon amount est encore trop gros. OK. Vous voyez déjà que j'ai injecté du bruit, mais peut-être pas assez. Vous voyez que ça n'a pas été bien. Je vais juste l'augmenter. C'est comme ça, puis le mettre à 0.4. Je le refais. Ah!
Donc, je passe, puis là, vous allez me dire, Martin, il me semble qu'il n'y a pas grande différence. Regardez. OK. Entre ça et ça. OK. On a déjà un bruit qui est plus uniforme qu'à l'origine. Là, il faut comprendre que, pour ceux qui le font souvent, dans PixInsight, à un moment donné, on arrive à une place où est-ce que notre objet est beau, ma galaxie est belle, mais mon fond du ciel, j'ai tellement fait d'opérations que ça a l'air de la chaîne à Jacques. Personne qui s'appelle Jacques ici, là. Ça a l'air de la chaîne à... ça a l'air de la chaîne à Jacques, OK? Alors, ce que je fais, moi, dans ce cas-là, c'est que je fais un masque qui va protéger mes étoiles puis ma galaxie. Puis j'attaque agressivement le fond du ciel avec la réduction de bruit. Fait que ça ressemble quasiment à de la cire chaude, OK? Et après ça, je viens carrément générer par-dessus. Puis là, j'ai fait 40, là. Mais j'aurais pu descendre ça à 30, OK? Je l'injecte. Puis, je viens coller du bruit par-dessus. Vous voyez? Déjà, entre ça et ça, c'est déjà pas mal plus agréable. OK? Puis on peut faire ça un peu de façon cyclique. Dans le sens que je pourrais, après ça, vous rendre fou et dire, OK, j'ai injecté du bruit, maintenant je vais réduire encore le bruit. Là, évidemment, je n'ai pas de masque, là. OK? Je n'ai pas de masque. Mais avec un masque du fond du ciel, ben, je ne perdrai pas toutes les structures comme je l'ai fait là. Mais vous commencez à voir que tout d'un coup, avec un bon masque, je protège toutes les structures intéressantes, puis je viens... Par contre, ça, je trouve que ça n'a pas l'air très, très naturel. OK? Fait qu'encore là... Oui, même en Arizona, ils n'ont pas ça. Non, c'est ça, c'est ça. Ça n'a pas l'air très, très naturel. Fait que vous voyez, Fait que là, je viens d'injecter une deuxième fois du bruit dans mon fond du ciel. Fait que la technique s'appelle noise reduction. Il y a plusieurs façons, là, mais c'est la réduction du bruit par injection de bruit. Donc, on remplace du bruit pas agréable à voir à l'œil par du bruit agréable normal. Du bruit gaussien, c'est du bruit que la cloche est normale. Il n'y a pas de drôlerie dans le bruit. Fait que, visuellement, quand on le voit, ben, je remplace une espèce de pâte bruyante par une pâte bruyante, mais agréable à voir. C'est une subtilité, là. Hein? Mais c'est mathématique. C'est une formule mathématique que j'ai utilisée pour aller coller du bruit dans les régions pas belles de mon image. Puis après ça, je peux réduire le bruit, fait que je le réduis encore, puis là, je le réinjecte, mais en plus petite quantité, jusqu'à temps que j'obtienne un fond du ciel qui est... Ben, vous voyez, là évidemment, là, ça a affecté la shape de mes étoiles, là, mais si j'avais utilisé un masque de luminance approprié, ben, vous auriez un beau fond du ciel homogène, en tout cas pas trop bruté, avec des belles étoiles bien définies. OK? Puis, si je peux me permettre, je vais aller juste sur le forum Astro-Québec. Vous l'avez peut-être vu récemment. OK? C'était dans Astrophotographie, la galerie. Ce sont des triplets. Alors, à gauche, ici, l'image de Yves. L'image de Yves, en fait, son fond du ciel, qui est mieux dans son image ici. Fait que si on regarde l'image originale, c'est ça que ça donne. OK? Donc, si je l'agrandis, vous voyez que le fond du ciel est un peu bâtard. OK? C'est molletonné. OK? Ça n'a pas un bel aspect, puis les étoiles, le pourtour des étoiles, c'est yark. Hein? Ben, avec cette technique-là, avec un masque qui a du bon sens, qui travaille bien, bien, on arrive avec ça ici. Donc, ces étoiles sont un peu bizarres, et on arrive avec des étoiles qui ont un profil pas mal plus d'étoiles. Mais je suis parti de son image originale. Mais vous voyez un peu l'effet. Fait que là, je prends son image, j'applique un filtre de luminance pour masquer les étoiles et les éléments importants. Puis dans le fond, je fais juste réduire agressivement le bruit, puis je réinjecte du bruit gaussien visuellement agréable. C'est comme tu ajoutes une belle
je vais vous faire une... C'est ça. Je vais vous faire une confidence. C'est à la limite de ce que moi je trouve acceptable en termes d'astrophotographie. Je vais vous dire, personnellement, je le fais un petit peu, mais j'essaie de ne pas en arriver là. Mais des fois, on a des images de faible ratio signal sur bruit, puis on se dit, bon, ben regarde, je ne retournerai pas ma cible. J'ai fait mon 2-3 heures sur ma cible, puis je ne referai pas d'autres heures. Je préfère aller sur d'autres choses. J'accumulerai pas d'autres signaux sur cette cible-là avant l'année prochaine, quand les choses reviendront à leur place. Ben, je vais faire ça. Autrement, je me dis, si je peux aller accumuler plus de signaux puis éviter ce genre de stratégie-là, mais entre vous et moi, entre ça et ça, puis là, j'ai fait avec partie du fichier de JPEG, là. Je n'ai pas travaillé sur un film, c'est vraiment sur le JPEG. Ben, entre ça et ça, je trouve que c'est la... Puis j'ai pas utilisé de technique, entre guillemets, déloyale, dans le sens que, tu sais, j'ai pas passé le rouleau sur quelque chose. J'ai vraiment utilisé les propriétés de l'image en faisant un masque de luminance, puis en injectant avec une formule mathématique du bruit dans l'image. Quand on réduit le bruit, on utilise une formule mathématique pour réduire le bruit. C'est pas d'autre chose que ça. Il y a des algorithmes de réduction de bruit. Bien, il y a des algorithmes d'injection de bruit qui permettent de rendre visuellement acceptable. Je n'ai pas inventé la technique, là. Il y a effectivement d'autres, il y a effectivement d'autres stratégies de réduction de bruit. Puis si je fais un undo sur mon image, mettons, je viens dans M51, puis j'arrive à Histogram Transformation, à la version pas très belle. Oups, c'est peut-être un petit peu avant. Je vais aller... ouais, j'avais déjà réduit le bruit. Je vais retourner à l'état initial de mon image, puis je vais juste la stretcher. OK. Voici le bruit original. OK. Puis, comparativement au bruit que j'avais avant, ben, que j'ai réussi à avoir, c'est pas mal moins beau. Il y a effectivement, d'autres algorithmes de réduction du bruit, comme TGV Denoise, que je n'ai pas extrêmement exploré, mais que j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Puis effectivement, ça donne des choses assez intéressantes. Si je fais juste prendre cet algorithme-là sans rien modifier par rapport à la force, je n'ai pas expérimenté assez pour vous dire, ah ben ça c'est déjà trop, il faudrait peut-être le mettre à 3-4. Je le laisse à 5, je fais juste prendre ça et l'envoyer là-dessus. Ça va être long. Parce qu'il est à 10% du premier canal, il y a 3 canaux, ça va peut-être prendre 3-4 minutes. On pourrait faire un petit pause, puis le faire travailler seulement sur un preview. Admettons, je fais un preview de cette portion du ciel-là. Je viens ici, je l'applique. Ah, ça va pas mal plus vite. Oups. Ah non, excusez-moi, je suis en preview. Excusez-moi, je me suis... Ah, Pas sur l'image. pas sur l'image. Preview. Martin va pas trop vite. Voilà. Comment ça va mal dans le... OK, je viens ici. Bon. C'est pas grand différence. C'est clair, peut-être. Ouais. Peut-être que ma force est trop petite. Peut-être qu'il faudrait que j'aille plus fort que ça. Là, c'est là où est-ce que je peux pas vous dire trop. Mettons, j'essaie de le mettre, les itérations, smoothness. Je sais pas. On essaye encore. Une chose que je n'ai pas indiquée, puis je n'ai pas insisté beaucoup. Ah, c'est déjà peut-être un peu mieux. Quand on applique une fonction sur un preview, on l'applique vraiment sur le preview. Si je réapplique une nouvelle fonction, le preview représente l'image. Donc, j'ai refait une deuxième itération de cette fonction-là. L'itération s'applique sur le preview de l'image. L'image en arrière, elle n'a pas changé, elle. Fait que, je n'ai pas fait deux fonctions sur cette vue-là. C'est la dernière fonction qui s'applique tout le temps. Okay? C'est pas itératif, c'est pas cumulatif sur les vues, sur les previews, c'est vraiment la dernière. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de undo ici. C'est vraiment ce petit undo-là de preview qui marche entre ça et ça. Okay? Si j'essaie de voir peut-être qu'il est dans le mode
Scilab en réduisant la chrominance puis la lightness, travailler sur les deux modes, puis de le refaire encore, ben je repars encore de l'image originale. OK? Puis là, je vais voir, il y a peut-être... Oups, vous voyez que, ben là, il y a peut-être une façon là, de s'en sortir honorablement, là, je ne le sais pas. Mais moi, à date, je dirais que ça marche bien quand on a fait quelques réductions de bruit avec écrou ou Wavelet avant, on arrive à la fin et on en fait plus. C'est une méthode qui va fonctionner admirablement bien aussi sur des vraies photos. La majorité des choses qu'on a vues aujourd'hui, ça marche sur des vraies photos. C'est-à-dire que si vous avez entre guillemets, un petit Kodak QQ, là, des trucs qui font des choses vraiment bruitées, tu sais, les petits capteurs, là, les appareils qu'on met dans notre poche par rapport à un DSLR, ça fait des images très très bruitées. Bien, des fonctions comme ça, prenez vos photos, vous envoyez votre image, votre réduction de bruit sur une image conventionnelle, et ça fait vraiment des petits miracles. C'est pour ça qu'il y a des fonctions de réduction de bruit qui s'appliquent à peu près à tous les types de photos. Ça marche ou ça marche avec plus ou moins de succès. Il y a des bons exemples sur le site web de forum de PixInsight, où est-ce qu'il va y avoir, par exemple, des tutorial and processing examples. Le type qui fait qui développe le logiciel, là je ne le vois pas nécessairement, mais il va avoir background noise reduction. Ben, vous voyez, ça c'est Harry Page. Si je clique là-dessus, parfois, bon, vous voyez, il donne des exemples de réduction de bruit entre cette image-là et cette image-là. OK? Ainsi de suite. Il y en a, puis là, j'en ai ramassé quelques-unes de PixInsight. TGV Denoise ici, ou Gamma. Bon, vous voyez, il y a des gens, il y a plusieurs exemples. Vous voyez qu'avec la fonction que je viens de regarder, quelqu'un passe de cette image-là à cette image-là avec ces paramètres-là. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez, par exemple, quels paramètres ont été utilisés. OK, il a utilisé une strand de 0.2, ainsi de suite. Bon, avec 500 itérations. Non, 100 itérations, pardon. OK. Bon, on passe de un à l'autre comme ça. Moi, je considère que cette image-là, elle est belle et douce, mais en même temps, on ne voit plus mon... il manque, les détails sont peut-être un peu perdus, mais ça, avec un masque, on peut bien travailler à ce niveau-là. Mais l'aspect devient un peu cireux. Fait qu'évidemment, si j'avais 1000 heures d'intégration sur cette image-là, j'aurais probablement quelque chose qui ressemblerait à ça. Mais on sait bien tout le monde que ça se peut à peu près pas. Puis voir un truc aussi foncé, aussi lisse que ça, c'est un peu artificiel. Fait que il faut faire juste attention à ça. Moi, je considère que peut-être que cette image-là ici, elle n'est pas si mal que ça. Par contre, quand il y a du bruit dans les zones plus lumineuses, ben ça, je trouve que c'est... Ici, c'est peut-être un peu mieux, mais dans les régions sombres, c'est raide un peu. Elle est très, très agrandie, c'est normal d'avoir... Effectivement, effectivement. Mais vous pouvez être certain que quand on voit des photographies, des astrophotos, le premier élément, c'est on voit les qualités de l'image. Puis là, après ça, on voit les défauts. Puis c'est vrai, moi, c'est vrai pour mes images à moi, je vois les qualités, puis à un moment donné, je me dis, merde, ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible. Puis c'est vrai aussi pour les autres, parce que tu sais, dans les forums, quand on jase, quand quelqu'un dit, hey, j'ai une belle image, voici, ben, j'aimerais ça avoir vos commentaires, ben, tu sais, moi je considère que si on voit des défauts, puis c'est facile à corriger, ben, tu sais, je fais un petit commentaire, je dis, hey, tu essaieras telle affaire ou telle affaire dans PixInsight, tu vas voir, ça va bien fonctionner. Des fois, c'est irréparable, tu sais, puis même moi, je vais dire, dans ce cas-là, je vais dire, ben, tu sais, c'est dommage que tu n'as pas été capable de, tu sais, c'est évidemment difficile. Mais c'est vrai que on est toujours un peu pris entre ce qu'on voudrait bien que ça soit, la perfection, puis le... C'est plus beau que les images des années 70.
Effectivement. Effectivement. Quand on regarde, par exemple, des images comme ça, je ne sais pas avec quoi ça a été pris, mais je soupçonne que ça n'a pas été pris avec un. Ça n'a pas été pris avec un petit télescope de rien. C'est quand même intéressant. Les étoiles sont belles. En tout cas, vous avez plein d'images là-dessus. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un nouveau site web qui est sorti dans PixInsight qui s'appelle PixInsight Resources. C'est un des gars qui est assez actif, là, je me souviens plus de son nom, c'est Alejandro Tombolini. Il doit parler italien, j'imagine. Il y a plein de trucs dans ce forum-là, puis il y a aussi beaucoup de vidéos. Ouais, OK? il y a un gars aux États-Unis là, qui en fait, comment il s'appelle, Oui, Warren. Mais c'est Ouais. Warren, puis c'est quand même pas dispendieux. Non, ça coûte à peu près 40-50$. Ah, mais c'est moins cher là, parce que sa série 2 vient de finir, puis l'autre fois, il vendait pour 20$ de ses CD, ou 10$ Ah ouais? avec sa Internet. OK, t'es sûr? Ah ouais? Oui, moi je suis abonné, là, puis j'ai tout downloadé, puis des fois c'est des petits clips, ça dure 4 minutes, puis il explique quoi faire. Ouais, c'est bon. Puis par série, il y en a 20, 25, 30. Ouais, c'est... Puis il envoie un courriel, tu reçois un courriel automatique, puis il y a une nouvelle version. Des fois, il y a des corrections, mais c'est rare. Le 25 ans de process. Tutoriel. Bon, ça peut être... par exemple, il va y avoir une série qui va parler de déconvolution, il va y avoir peut-être 3-4 vidéos, l'introduction puis tout ça, puis c'est sur la déconvolution. Ouais. Ça a une évolution. Ça c'est bien fait, mais à l'origine, normalement, ça coûte à peu près 50-60$, je pense, par série, mais à 10$, ça c'est pas cher. Quand la série est finie, généralement, il est à moitié prix. Ouais. Là, sa nouvelle série va commencer bien vite. Fait que, ici, vous voyez, là, il y a plein de choses, là. Des fois, c'est des mini-vidéos, là. Par exemple, vous demandez, je sais pas, là, comment inverser un masque. OK? On clique là-dessus, puis là, tu pars. Là, la vidéo dure à peu près 5 secondes. Tu peux juste cliquer sur... il applique le masque, puis il clique sur contrôle en même temps. OK, il applique le masque. Tu vois, celle-là, je ne la connaissais pas. Tu appliques un masque, tu cliques sur contrôle, puis à la place de s'appliquer en positif, il va être en négatif. Il y a un paquet de vidéos de même. Ils en ont fait un gros paquet. C'est intéressant. Ça, ben, tu sais, pris tout seul de même, tu te dis, ben, c'est un peu insignifiant, mais c'est un paquet de petites techniques qu'au final, quand tu commences à être habitué, ben, le clavier, comme moi, le Screen Transfer Function, là, tu sais, je fais toujours CTRL A, là, c'est toujours bien plus rapide. c'est la possibilité. Oui, c'est sûr. Les process, il y a beaucoup de choses. Ça va être dans géométrie, par exemple, qu'on va faire, tu sais, si vous voulez diminuer la taille de votre image, ben, vous faites un resample ici, puis vous dites, ben, je vais l'avoir, mettons, à 25%. Puis là, ben, tu swings ça dans ton image. C'est un preview. Excusez-moi. Oui. Il fait juste me dire que les previews et les masques vont être scrappés. Fait que mon image elle a été réduite de 25 à 25%. Bon. Tu sais, on est habitué de voir scale, on est habitué de voir. Fait que là, on cherche scale, puis c'est resample. Fait qu'on va dans ça, on cherche, puis on ne le trouve pas. C'est un nouveau vocabulaire. Puis le scale, en fait, il y a une fonction qui s'appelle rescale. Puis là, tu te dis, ah ben c'est ça, rescale. Non, rescale, c'est qu'il va répartir toutes les valeurs de ton image entre 0 et 1. Fait que, c'est rescale des valeurs de l'image et non pas du fichier comme tel, de ses dimensions. Fait que, des fois, c'est un peu mêlant. Il y a d'autres processus qu'on n'a pas vus, que d'habitude je montrais, mais HDR Multiscale Transform, qui est un autre truc intéressant qu'on pourra peut-être regarder avec des exemples plus concrets à soir. Mais c'est un exemple qui va, par exemple, si je regarde, si je l'applique sur, par exemple, je me fais un preview de la galaxie, ben, je vais le faire, mettons, en 5, rapidement. Vous voyez un peu, ça rehausse les contrastes dans le... Là, il est mal appliqué parce que normalement, je devrais avoir un masque. Vous comprenez?